Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Adeline Acou, je suis responsable de projet de prévention chez Harmonie Mutuelle. Et c'est avec grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure sur le thème Comment soigner le cœur des femmes. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un nouveau programme national de prévention de la santé des femmes qui est proposé par Harmonie Mutuelle et qui a été lancé le 13 mars dernier lors d'une table ronde sur les inégalités de genre en santé. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez également la regarder en replay. Ce programme est exclusivement réservé à nos adhérents, hommes et femmes, parce que nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Et il a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes, comprendre son corps, son rythme biologique, optimiser son sommeil par exemple, et également des thématiques sur les pathologies et les moments de vie féminines. Il y a eu l'endométriose et aujourd'hui ce sont sur les maladies cardiovasculaires. Donc pour cette édition 2024, 11 webinaires ont été programmés. Donc vous pouvez les voir ici sur ce parcours. Nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère. Donc n'hésitez pas justement à vous inscrire dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site d'Harmonie Mutuelle pour participer à ces prochains webinaires. Et vous avez également des fiches conseils en lien avec cette thématique aujourd'hui qui sont directement téléchargeables depuis l'application Apps en bas à droite de votre écran. Donc pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat des questions. Donc Dr Yara Atalki, cardiologue, à qui nous allons laisser la parole dans quelques instants, sera notre intervenante. Et Nathalie, notre partenaire de Deuxième Avis, animera ce webinaire. C'est à vous. Merci Adeline. Bonjour à tous. Donc moi je suis Nathalie Réal-Delsart, directrice des partenariats chez Deuxième Avis, un service qui est 100% pris en charge par Harmonie Mutuelle et qui vous permet d'obtenir l'avis d'un médecin avec un très haut niveau d'expertise en moins de 7 jours en cas de problème de santé sérieux. Ce webinaire est animé aujourd'hui par le docteur Antakli. Alors bonjour docteur, je vais vous présenter. Vous êtes cardiologue au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Vous êtes chef de service adjoint dans le service de cardiologie. Vous êtes tout particulièrement spécialisé dans l'hypertension artérielle, les maladies coronaires et les cardiopathies valvulaires et en cardio-oncologie. Et vous êtes également membre de la Société française de cardiologie et de la Société française d'hypertension artérielle. Alors, pour commencer ce webinaire, j'ai envie de vous poser la première question. Les maladies cardiovasculaires, de quoi parle-t-on? Alors, effectivement, je vous remercie beaucoup. Je remercie Deuxième Avis et Harmonie Mutuelle pour leur invitation à parler des pathologies cardiovasculaires de la femme et notamment des maladies cardiovasculaires. Donc, on va commencer par voir ce que sont les maladies cardiovasculaires. J'arrive plus à passer la diapo. Vous pouvez la passer pour moi? Ah oui, parce qu'il y a le, non, c'est parce qu'il y a le, voilà. il y a le vote. Alors, on va commencer par une question. Est-ce que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez la femme en France? Tout le monde peut voter, évidemment. J'attends vos réponses. Alors, où est-ce qu'on voit le score, Adeline? Alors excusez-moi, voilà. Est-ce que... Ah non, là, c'est la deuxième question que tu es en train d'envoyer, là. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, désolé, on passera pour la deuxième question, parce que j'ai un petit souci technique. Je passe à la diapo suivante, c'est pas grave? Vous voulez que je passe? Oui, c'est pas grave. Eh bien, c'est pas grave. Du coup, je ne vais pas voter pour la deuxième question. Les maladies cardiovasculaires, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sont la première cause de décès chez la femme en France et c'est un petit peu pour ça qu'on fait ce webinaire. Beaucoup de gens pensent l'inverse et malheureusement, en France, chez la femme, la première cause de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Chez les hommes, c'est le cancer. Les maladies cardiovasculaires arrivent en deuxième. Alors, c'est quoi justement? Vous me demandez de vous expliquer ce que sont les maladies cardiovasculaires en France. Il y a plusieurs pathologies qui rentrent dans ce cadre-là. Essentiellement, en bleu, les maladies coronariennes, 31%, c'est-à-dire les maladies des artères coronaires qui sont les artères qui vont nourrir le muscle cardiaque. 13% en rouge, ce sont les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qu'on va détailler aussi dans ce webinaire. 12%, c'est l'insuffisance cardiaque. 11%, les maladies artérielles périphériques, c'est-à-dire les maladies des artères des jambes notamment, l'artérite,
comme on l'appelle. 22%, ce sont des troubles du rythme ou de la conduction cardiaque. Et il y a aussi des maladies des valves cardiaques et d'autres maladies plus rares. Et aujourd'hui, on va beaucoup détailler surtout les 3 premières et ce qui nous amène à avoir ces maladies cardiovasculaires. Alors, c'est quoi les artères, les maladies des artères? Les artères, en fait, le cœur va éjecter, à chaque fois qu'il se contracte, va éjecter le sang dans l'aorte. L'aorte, c'est le vaisseau principal qui part du cœur. Et de l'aorte vont naître plein d'artères, plein de vaisseaux qui vont aller nourrir, vasculariser tout l'organisme. Et une artère normale, en fait, c'est de la plomberie, hein, c'est un tuyau et le sang passe dedans. Et quand tout va bien, le débit est correct parce que le tuyau va bien, il n'est pas encrassé. Et malheureusement, dans certaines pathologies, il peut y avoir dans ces artères des plaques d'athérome qui se forment. Hein, c'est du calcaire dans la plomberie. Mais au niveau des artères du corps, ce sont des plaques d'athérome, des plaques de cholestérol. Et donc, comme vous voyez ici, de l'aorte naissent les artères qui vont aller vers le cerveau. Si elle se bouge, c'est un accident vasculaire cérébral. Les artères qui vont nourrir le cœur lui-même, le muscle cardiaque, parce qu'il éjecte, la pompe cardiaque éjecte du sang à chaque battement, mais elle est nourrie, le muscle cardiaque est nourri aussi par les artères coronaires. Et quand les artères sont encrassées, ça fait de l'angine de poitrine. Quand elles se bougent, ça fait un infarctus. Et il y a aussi les artères qui vont aller dans les membres supérieurs. Il y a tous les organes thoraciques et abdominaux qui sont nourris par les artères aussi. Et les artères des membres inférieurs. Donc, l'artère saine, vous voyez, le débit passe bien. Petit à petit, ça s'encrasse et ça arrive jusqu'au moment où l'artère se bouche et là, c'est très grave. Alors, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité chez la femme en France. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, ça tue 6 fois plus que le cancer du sein. Alors, le cancer du sein, heureusement, on en parle beaucoup. Heureusement, on fait des campagnes de dépistage. Mais ça tue 6 fois moins que le cœur et il faudrait faire beaucoup plus de campagnes. Et justement, ce webinaire est l'occasion d'en parler des maladies cardiovasculaires chez la femme pour essayer de les prévenir autant que possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une progression constante des hospitalisations pour infarctus et accident vasculaire cérébral chez la femme, notamment chez la femme jeune, avec une augmentation de 5% par an des hospitalisations pour infarctus chez les femmes entre 45 et 54 ans. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années que c'est comme ça. Et tous les ans, il y a une augmentation de 5% des hospitalisations pour infarctus chez la femme. Donc, il faut absolument qu'on soit vigilant pour stopper ça. Et on sait aussi que la mortalité, quand une femme fait un infarctus, la mortalité est plus importante que chez l'homme. Pourquoi? Pendant longtemps, on a pensé qu'en fait, les oestrogènes naturels des femmes les protégeaient et on a une idée dans la tête qui dit qu'on pense tous que les femmes feront leur infarctus 10 ans après les hommes. C'était peut-être vrai il y a quelques années, il y a longtemps. Effectivement, les oestrogènes naturels sont protecteurs. Et pendant longtemps, il y avait cet écart de 10 ans entre l'âge du premier infarctus chez l'homme et l'âge du premier infarctus chez la femme. Mais malheureusement, cet écart est en train de se réduire de plus en plus et il va diminuer de moitié d'ici 2035 si l'évolution actuelle des facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires continue comme elle l'est. Et en fait, ces oestrogènes naturels ne font plus le poids face à l'augmentation des facteurs de risque parce que finalement, les femmes ont adopté les mauvaises habitudes des hommes. Elles travaillent, elles sont stressées, elles fument, elles prennent du poids et elles ne font pas attention à elles. Alors, quelles sont les causes de cette augmentation des maladies cardiovasculaires? Ce sont justement la flambée des facteurs de risque majeurs chez la femme, tabac, obésité, sédentarité. On va les détailler un par un. La mauvaise hygiène de vie. Là encore, on mange de moins en moins bien, on ne fait pas de sport, on ne fait pas attention à soi et ça aussi, ça y contribue. Un moins bon contrôle tensionnel quand on a de l'hypertension artérielle. De moins en moins de femmes, on va le voir aussi, sont contrôlées quand elles sont hypertendues. Il y a des facteurs psychosociaux qui sont en augmentation constante. Le stress, la précarité. Il n'y a pas assez de prévention. Les femmes ne vont pas assez chez le médecin. Elles ne vont pas assez consulter pour elles-mêmes pour faire de la prévention. Il y a souvent un retard au diagnostic et comme je vous le disais, cette fausse croyance de la protection par les hormones naturelles, par les œstrogènes. Alors, on va parler des facteurs de risque cardiovasculaires. Qu'est-ce que c'est un facteur de risque? La définition dans le dictionnaire, c'est une variable liée à la survenue d'un événement. Dit comme ça, on ne comprend pas très bien ce que c'est. En fait, c'est quelque chose qui, si vous l'avez et que votre voisin ne l'a pas, ça vous met plus à risque de faire une maladie cardiovasculaire que la personne qui n'a pas ce facteur-là.
Et c'est des facteurs qui ont été démontrés scientifiquement avec des études faites en bonne et due forme. Alors, les facteurs de risque, c'est les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Mais l'évolution est différente. On va voir que pour certains, la prévalence, c'est-à-dire la fréquence, elle est stable chez l'homme, mais elle est en augmentation chez la femme. On va voir que pour certains, ils pèsent plus lourd chez la femme que chez l'homme, c'est-à-dire que c'est plus grave de les avoir chez une femme que chez un homme. Et puis, on va voir aussi qu'il y a des facteurs de risque qui sont spécifiques à la femme ou qui prédominent chez la femme par rapport à l'homme. Alors, on va commencer par le premier facteur de risque qui me tient beaucoup à cœur, l'hypertension artérielle. Alors, c'est quoi la tension? En fait, c'est la pression artérielle, c'est la pression qui est exercée par le sang dans les artères, sur les parois des artères. Donc, il y a deux chiffres. Le premier, c'est quand le cœur se contracte, et le deuxième chiffre, c'est quand le cœur se relaxe. Et comment on sait qu'il y a de l'hypertension? Il faut mesurer la pression artérielle avec un brassard à tension. En général, c'est toujours fait quand on va en consultation chez le médecin. On mesure la pression artérielle et c'est anormal quand c'est au-dessus de 140 pour le premier chiffre, 14, et 90 pour le deuxième chiffre, 9. Ça dépend si on parle en centimètres ou en millimètres de mercure. Donc, pour savoir qu'il y a de l'hypertension, il faut déjà la mesurer. Il faut déjà prendre la tension. Et au-dessus de 14,9 ou 140,90, c'est de l'hypertension artérielle et il faut s'en occuper. La fréquence de l'hypertension est plus élevée chez l'homme que chez la femme. Mais au moment de la ménopause, les courbes vont se croiser. Il va y avoir une accélération de la prévalence chez la femme à ce moment-là, jusqu'à dépasser celle de l'homme à partir de 60-70 ans. Les complications, quand on a une hypertension artérielle, vont survenir pour des chiffres de pression artérielle plus bas chez la femme. Il y a des études qui ont montré que quand on a une hypertension artérielle, ou même à partir de 13,8, on peut avoir un risque d'accident vasculaire chez la femme, alors que le risque apparaît pour des tensions plus élevées chez l'homme, à partir de 14,9, par exemple. Et à chiffre de pression artérielle identique, il y a plus de complications chez la femme que chez l'homme. C'est-à-dire que pour une tension, par exemple, à 150-100, il va y avoir plus de complications si c'est une femme qui a 150-100 que si c'est un homme qui a ces chiffres de tension-là. Malheureusement, en France, la situation est en train de se dégrader. Il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement par Santé publique France. Et il y a deux enquêtes qui ont été faites similaires dans la méthodologie en 2006 et en 2015. Et si vous regardez à droite, les deux colonnes de droite, ce sont les femmes. En 2006 pour la première, en 2015 pour la deuxième. Et vous voyez en rouge, ce sont les hypertensions artérielles non traitées. Et vous voyez qu'entre 2006 et 2015, il y a plus de femmes hypertendues non traitées. Ça, c'est un mauvais signal, c'est un mauvais marqueur, c'est pas bien. Et si vous voyez le carré tout en haut, ce sont les hypertensions artérielles traitées, contrôlées. Et ça, c'est en diminution. Parce que finalement, quand il y a de l'hypertension, l'objectif, c'est de donner des médicaments pour faire baisser les chiffres de tension. Et on a un objectif thérapeutique. On traite à partir de 140-90 et on veut, avec les traitements, faire baisser la tension en dessous de 140-90. Donc, on traite pour faire baisser les chiffres, pas pour qu'ils soient toujours au-dessus de 140-90. Et donc, vous voyez qu'il y a plus de femmes entre 2006 et 2015 en France qui ont de l'hypertension et qui ne sont pas traitées, et moins de femmes qui sont traitées, mais qui sont à cet objectif de faire baisser la tension en dessous de 140-90. Donc, un signal très négatif. Donc, la prise en charge de l'hypertension artérielle chez la femme se dégrade entre 2006 et 2015. Deuxième facteur de risque cardiovasculaire, le tabagisme. Alors, depuis les années 70, alors avant, c'était surtout les hommes qui fumaient. Et depuis les années 70, les femmes ont adopté les mauvais comportements masculins. Et il y a beaucoup plus de femmes qui se sont mises à fumer entre 70 et 2000, alors que chez les hommes, c'était stable, voire en baisse. Alors, depuis 2000, il y a une excellente nouvelle, c'est que le tabagisme est en baisse chez les jeunes. Dans la tranche 19 à 35 ans, il y a moins de gens qui fument. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais malheureusement, chez les femmes, il y a une forte augmentation dans la tranche 45-64 ans. C'est une tranche qui s'est mise à plus fumer depuis les années 2000 par rapport à avant. Et malheureusement, le tabagisme, c'est un poison. Si j'arrive ne serait-ce qu'à vous faire passer ce message-là dans cette présentation, j'aurais déjà réussi ma journée. Le tabagisme, c'est vraiment un vrai poison. Ça augmente le risque de cancer, mais ça augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Ça augmente le risque d'infarctus notamment. Et c'est pire d'être une femme fumeuse que d'être un homme fumeur. C'est-à-dire que si un homme fume,
par rapport au non-fumeur, il va multiplier son risque d'infarctus par 6. Si une femme fume, elle va multiplier son risque d'infarctus par 13 par rapport à une non-fumeuse. Donc, le tabac, c'est une cochonnerie. Et chez la femme, c'est encore pire. Aussi. Retenez ce message, arrêtez de fumer. Il est toujours temps de le faire parce que le tabac augmente le risque cardiovasculaire et il l'augmente encore plus chez la femme que chez l'homme. Et le tabac est un vrai facteur de risque cardiaque d'infarctus. Dans un registre récent qui a été fait en France, chez les femmes de moins de 50 ans qui font un infarctus, les 3/4 sont fumeuses. Donc, c'est clairement un gros marqueur négatif pour la survenue des maladies cardiovasculaires. Alors, troisième facteur de risque, le diabète. Le diabète, c'est quoi? C'est un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Et malheureusement, le nombre de diabétiques est en augmentation constante, pas qu'en France, hein, dans le monde aussi, pour plein de raisons. D'abord la malbouffe et ensuite l'augmentation du surpoids, de l'obésité et l'augmentation de la sédentarité. Et malheureusement, le diabète est aussi un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. On sait que le risque de décès par infarctus est plus élevé en plus chez la femme diabétique que chez l'homme. Donc là encore, comme le tabagisme, c'est un facteur de risque qui pèse plus lourd chez la femme que chez l'homme, c'est-à-dire qu'une femme diabétique, elle va multiplier par 5 son risque de mortalité cardiovasculaire par rapport à une femme qui n'est pas diabétique. Chez l'homme, c'est multiplié par 3, chez l'homme diabétique par rapport à l'homme non diabétique. Donc, le diabète aussi pèse plus lourd chez la femme et il faut être très vigilant parce que le nombre de diabétiques est en augmentation permanente. Quatrième facteur de risque cardiovasculaire, le surpoids et l'obésité. Alors, comment on sait qu'on est en surpoids ou en obésité? C'est simple, il y a une formule mathématique qui est très facile à faire. La définition se base sur le fameux IMC, l'indice de masse corporelle. C'est facile à calculer, c'est poids sur taille au carré. Et donc, l'unité de mesure, ce sont des kilos par mètre carré. Et la définition, vous pouvez faire le calcul pour voir où vous en êtes. La définition du surpoids, c'est d'avoir un IMC supérieur à 25 kilos par mètre carré. Et l'obésité, c'est au-dessus de 30 kg par mètre carré. C'est la définition de l'obésité et du surpoids. Et en France, on a à peu près 27% des femmes qui sont en surpoids versus 37% des hommes. Donc, il y a moins de femmes en surpoids que d'hommes, mais malheureusement, le surpoids et l'obésité sont en augmentation chez la femme. Il y a eu plus 21% entre 2006 et 2015. Et là encore, c'est la tranche 40 à 54 ans qui trinque. Hein. Ce sont elles qui fument plus et ce sont elles qui ont malheureusement augmenté leur indice de masse corporelle pour arriver dans la tranche surpoids et obésité, alors qu'il y a une tendance à la stabilité, voire à la diminution chez l'homme. Il y a plutôt, c'est une bonne nouvelle, hein, plutôt un peu moins de surpoids et d'obésité chez l'homme, même si de base, hein, vous voyez, il y a 27% des femmes et 37% des hommes. Et on sait que l'obésité et le surpoids, c'est un facteur de risque à part entière, mais en plus, ça augmente les autres facteurs de risque. Donc c'est la double peine, c'est-à-dire que plus le poids augmente, plus on a un risque de devenir hypertendu, plus on a un risque de devenir diabétique, plus on a un risque d'avoir du cholestérol, plus on a un risque d'avoir de l'apnée du sommeil. Et en fait, chacun de ces facteurs-là est à lui-même, à part entière, un facteur de risque cardiovasculaire. Donc le surpoids et l'obésité est un vrai fléau qu'il faut prendre en charge. Autre facteur de risque, les dyslipidémies. Les dyslipidémies, ce sont les hypercholestérolémies, c'est-à-dire l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Et notamment, le mauvais cholestérol, c'est le LDL cholestérol. C'est lui qui est athérogène, c'est-à-dire c'est lui qui va aller faire des dépôts dans les artères pour les encrasser, pour entraîner des rétrécissements, des sténoses, voire des occlusions. Donc, il va y avoir des dépôts dans les artères et ces dépôts dans les artères vont entraîner des rétrécissements dans les artères. Alors, l'hypercholestérolémie, il y en a chez les hommes, il y en a chez la femme. Ça pèse la même chose chez l'homme et chez la femme, contrairement au diabète et au tabac qui pèsent plus lourd chez la femme. Mais il y a un moment dans la vie où il faut être extrêmement vigilant, c'est la période autour de la ménopause. Parce qu'autour de la ménopause, quand on n'a plus nos oestrogènes naturels, il y a un risque de flamber des chiffres de cholestérol. Donc, c'est une période où il faut être extrêmement vigilant, faire de la prévention, faire des dosages dans le sang pour voir où en est le taux de cholestérol à ce moment-là, parce que c'est là que chez la femme, il y a un risque d'augmentation importante. La sédentarité, je vous en parlais. Malheureusement, on est de plus en plus sédentaire.
l'activité physique telle que recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, qui dit bien que tous les adultes devraient pratiquer une activité physique régulière, mais pas que, les enfants aussi. Dès le plus jeune âge, l'activité physique est bonne pour la santé, ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires, ça réduit le risque d'obésité, ça réduit le risque de cancer, donc c'est extrêmement bénéfique pour la santé. Le tout, c'est de trouver le temps de le faire. Et tous les adultes devraient pratiquer au moins, alors si c'est une activité d'intensité modérée, c'est au moins 150 à 300 minutes par semaine, ce qui fait à peu près 5 heures. Et si c'est une activité plus intense, plus physique, 75 à 150 minutes d'activité physique soutenue par semaine. Idéalement, en 3 séances. Pas en une fois, pas une fois 4 heures comme ça, puis rien le reste, les 6 autres jours. Le but, c'est vraiment de fractionner ça, de faire 1 heure 3 fois par semaine, 2 heures 3 fois par semaine. Évidemment, c'est très facile à dire, un peu moins à mettre en pratique, mais en tout cas, tout effort est le bienvenu, tout effort physique, toute activité physique est bénéfique et il faut essayer d'en faire autant que possible. C'est très clair, merci. Ah oui, encore une slide sur la Alors, je vous laisse finir avant les... La proportion des femmes physiquement actives, telle que recommandée par l'OMS, a malheureusement diminué dans toutes les classes d'âge, surtout dans la tranche 40 à 54 ans, une baisse de 20%. Donc, comme vous voyez, cette tranche-là, qui est une tranche à risque, même si elle ne le sait pas, de maladie cardiovasculaire, fume plus, est plus sédentaire, a une augmentation du surpoids et de l'obésité. Donc, il faut être très, très, très vigilant là-dessus. C'est un très mauvais signal pour les années à venir. En tout cas, il faut faire très attention. Donc, la proportion, malheureusement, de femmes physiquement actives a diminué, surtout dans cette tranche d'âge-là, alors qu'il y a une augmentation chez les hommes de 40 à 54 ans de 29%. Tant mieux pour eux, mais il faudrait que les femmes trouvent aussi le temps de faire une activité physique régulière. Et si on prend la définition de l'OMS, on voit que l'activité physique, le niveau d'activité physique est bas chez quasiment la moitié des femmes, contre 28% des hommes. La moitié des femmes ne font pas d'activité physique autant qu'elles devraient en faire. Parfait. Merci pour cette première étape. Alors, plus spécifiquement, quelles sont les causes chez la femme qu'on ne retrouvera pas chez l'homme? Alors, chez la femme, je vous disais, donc tout ça, c'est ce que je viens de vous dire, ce sont des facteurs de risque qui sont communs aux hommes et aux femmes. Même s'il y a une augmentation de certains et un poids plus lourd de certains, mais ils sont communs aux hommes et aux femmes. Et chez les femmes, on va avoir des facteurs de risque qui prédominent chez la femme, c'est-à-dire qu'il a été prouvé que chez la femme, il y a un lien entre ces facteurs de risque-là et les maladies cardiovasculaires, alors que ce lien n'est pas très clair chez les hommes. Ce sont essentiellement les facteurs psychosociaux. Alors, c'est quoi les facteurs psychosociaux? Ça regroupe pas mal de choses, des troubles anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs. On sait qu'ils sont plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Le stress, la précarité et le faible niveau socio-économique. Et donc, ces facteurs-là, chez la femme, sont liés aux maladies cardiovasculaires, alors qu'ils ne le sont pas vraiment, ils le sont moins chez l'homme. Ce sont aussi les migraines. Les migraines, surtout en cas d'aura. Les migraines avec aura, vous savez, parfois, avant les migraines, on a des signes avant-coureurs. Parfois, c'est une petite ligne qui scintille. Enfin, ça dépend des gens. Enfin, les gens qui ont des migraines savent quand ils ont une aura ou pas. Et grâce à l'aura, ils savent qu'ils vont avoir une migraine. Donc, les migraines, surtout quand il y a des auras, c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires chez la femme. Les maladies auto-immunes, comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, certaines maladies inflammatoires, elles sont plus fréquentes chez la femme. Et chez la femme, il y a un lien qui a été démontré avec le risque de maladies cardiovasculaires. L'exposition aux anthracyclines. Alors, les anthracyclines, c'est quoi? C'est une chimiothérapie qui est donnée essentiellement dans certaines leucémies, lymphomes, mais surtout dans le cancer du sein. Donc, on se doute bien que c'est prédominant chez la femme, puisque le cancer du sein est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Ça existe chez l'homme, mais c'est extrêmement rare. Vous savez que le cancer du sein est très fréquent chez la femme. Et un des traitements, c'est la chimiothérapie par anthracycline. Et l'anthracycline a une toxicité cardiovasculaire, et donc c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc, quand on a une chimiothérapie par anthracycline, il faut être vigilant et se faire surveiller dans les années à venir pour vérifier l'apparition ou pas d'une toxicité liée à cette chimiothérapie-là. Il y a aussi chez la femme des facteurs de risque qui sont spécifiques à la femme. Pourquoi spécifiques? Parce qu'ils sont hormonaux et que ça n'existe des choses qui n'existent pas chez l'homme, à commencer par la pilule œstroprogestative. Et on sait que la contraception orale
œstroprogestative, attention c'est important, œstroprogestative, pas progestative pure, hein. Les œstroprogestatifs peuvent avoir un effet délétère sur le système cardiovasculaire et surtout en association avec le tabac. C'est vraiment une association de malfaiteurs. Tabac-pilule, c'est pas bon. Donc en fait, idéalement, il faudrait arrêter de fumer. Sinon, si c'est compliqué d'arrêter de fumer, utiliser un autre moyen de contraception, une autre pilule. Hein. On sait qu'il y a des pilules progestatives pures, où il y a aussi les dispositifs intra-utérins, les stérilets. Mais en tout cas, l'association tabac-pilule est extrêmement délétère, surtout après 35 ans. Après 35 ans, ça multiplie par 30 le risque d'accident cardiovasculaire. Donc, une femme de plus de 35 ans qui fume, ben, il ne faut pas prendre de pilules œstroprogestatives ou alors il faut arrêter de fumer, ce qui est beaucoup mieux à mon sens. Il y a aussi une augmentation du risque d'AVC chez la femme jeune, surtout s'il y a l'association pilule œstroprogestative, tabac et migraine avec aura. Donc ça, il faut faire très attention. L'association des trois fait augmenter le risque d'AVC chez la femme jeune. Alors, donc on parle des facteurs spécifiques hormonaux. D'abord, on parle de la contraception. Ensuite, la grossesse. Là aussi, on sait que c'est spécifique à la femme, en tout cas en 2024. La grossesse est un moment merveilleux de la vie, mais ça entraîne quand même des modifications dans le métabolisme de la femme, et c'est un petit peu une épreuve de stress pour l'appareil cardiovasculaire. C'est une épreuve de stress métabolique. Et on sait qu'il peut y avoir pendant les grossesses certaines maladies qui peuvent apparaître pendant la grossesse et disparaître après l'accouchement. Et finalement, c'est un peu comme une loupe de ce qui pourrait se passer plus tard. C'est comme c'est une épreuve de stress, ça permet ça met l'organisme en stress et ça permet de déclencher, de révéler certaines maladies cardiovasculaires. Et il y a plein d'études maintenant qui ont démontré que certaines complications qui surviennent pendant la grossesse, ben finalement, c'est un risque, c'est un marqueur de risque de cardiopathie ischémique, d'infarctus, d'AVC, de maladies cardiaques et vasculaires dans les années qui vont suivre. On sait que le fait d'avoir accouché prématurément, d'avoir eu un bébé qui a un petit poids de naissance par rapport au terme de la naissance, le fait d'avoir fait une prééclampsie ou un autre désordre hypertensif de la grossesse, je vais détailler ça juste après, ou encore un diabète gestationnel, ben ça va mettre la femme qui a eu ça pendant sa grossesse, elle est tout de suite à plus haut risque de maladies cardiovasculaires après. Le diabète gestationnel, c'est l'apparition d'un diabète pendant la grossesse qui le plus souvent disparaît après l'accouchement. Mais attention, parce que ce diabète-là, le fait d'avoir fait un diabète pendant la grossesse, ben ça veut dire que peut-être on est quand même un peu plus à risque de devenir diabétique plus tard dans sa vie. Donc c'est à surveiller de très près. Donc les désordres hypertensifs de la grossesse, ce que je vous disais, ça regroupe un certain nombre d'entités. C'est le fait d'avoir une hypertension artérielle. Alors soit c'est une hypertension artérielle qui existait avant d'être enceinte, soit c'est une hypertension artérielle qui est apparue pendant la grossesse. Ça arrive. Il y a des femmes qui sont hypertendues, qui veulent un bébé, qui sont enceintes. Et donc là, il faut les surveiller de très près parce qu'on sait que l'hypertension artérielle, avec une grossesse, ça nécessite une surveillance accrue. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas hypertendues et pendant qu'elles sont enceintes, au 2e trimestre de la grossesse ou au 3e trimestre de la grossesse, une hypertension artérielle va apparaître. Et là encore, ça nécessite une surveillance accrue pendant la grossesse, mais aussi après. Et cette hypertension, qu'elle soit apparue avant ou pendant la grossesse, peut se compliquer. Elle peut se compliquer de ce qu'on appelle une prééclampsie et au stade encore plus grave, l'éclampsie. Donc des femmes qui ont fait un de ces désordres hypertensifs de la grossesse vont être plus à risque d'avoir une maladie cardiovasculaire dans les 1, 5, 10, 15, 20, 40 ans qui vont suivre cette grossesse. Et elles vont être plus à risque de devenir hypertendues après la grossesse. Et en fait, ce sont des facteurs de risque à part entière. Comme nous, quand on interroge les patients, on leur demande quels sont leurs facteurs de risque pour évaluer leur risque cardiovasculaire. On leur demande si elles fument, si elles ont du diabète. Mais en fait, il faut qu'on les interroge aussi sur s'il y a eu des grossesses et comment se sont déroulées les grossesses. Et finalement, il faut voir ça un petit peu comme une chance, comme une opportunité de mettre en évidence un groupe de femmes qui vont être à plus haut risque cardiovasculaire plus tard et qu'il va falloir clairement surveiller de beaucoup plus près que les autres. Celles-ci, vraiment, encore plus que les autres, vont devoir faire de la prévention, vont devoir se faire suivre, vont devoir aller voir le médecin même quand elles vont bien, parce que tous ces facteurs de risque-là, on n'a pas forcément des symptômes. Et donc, il va falloir qu'il y ait absolument une surveillance rapprochée
chez les femmes qui ont fait un désordre hypertensif de la grossesse ou un diabète gestationnel. Dernière étape de la vie hormonale de la femme, donc après la contraception, après la grossesse, la ménopause. Là aussi, c'est un facteur de risque spécifique à la femme. Elle survient en général vers 50 ans. Elle peut ou pas être accompagnée de symptômes. Il y a une grande inégalité sur les symptômes qui surviennent à ce moment-là. Il y a des femmes qui ont plein de symptômes, des bouffées de chaleur, ne dorment plus, et d'autres qui en ont beaucoup moins. Et on sait que c'est une période un petit peu complexe où on n'a plus les oestrogènes naturels et où il va y avoir un risque de prise de poids, parfois assez importante, et comme je vous le disais, un risque d'augmentation du cholestérol. Donc, il faudrait idéalement qu'il y ait une consultation de prévention à ce moment-là, au moment de la ménopause, pour faire un bilan, vérifier qu'il n'y ait pas de diabète, voir où en sont les chiffres de tension, voir où en sont les chiffres de cholestérol, pour essayer de faire de la prévention. Et on sait que si on a fait une ménopause prématurée, c'est-à-dire vers 40 ans, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires dans les années qui vont suivre, surtout chez les femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur, hein, ce qu'on appelle le syndrome climatérique, hein, il y a les bouffées de chaleur où on est trempé en 10 secondes. Donc, la ménopause est une période charnière de la vie qui mérite une vraie consultation de prévention. C'est très clair, merci beaucoup. Quelles sont maintenant les différentes maladies cardiovasculaires? Alors, comme je vous le disais, je vais m'attarder sur, parce que là, sinon, ça va durer 4 heures, hein, si je vous parle de toutes mais on va parler essentiellement de 3 d'entre elles. Et puis, je vais commencer par un petit quiz. Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que les symptômes de l'infarctus sont les mêmes chez les hommes ou chez les femmes, ou est-ce qu'ils sont différents? Je vous laisse répondre. Alors, ça va marcher, là, le sondage? Oui, j'ai lancé le sondage. Et Moi, je vois pas pour les le moment, alors je vais vous donner les réponses. Donc, 84% oui. Alors, c'est ce que beaucoup de gens pensent. En fait, non, mais un tout petit peu oui. C'est-à-dire oui, mais non, non, mais oui. Oui, mais non, mais en fait, pas mal non. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que j'ai un deuxième quiz dans la foulée. Un deuxième quiz. Quels sont, à votre avis, à votre connaissance, les symptômes qui doivent faire penser à un infarctus du myocarde? Est-ce que c'est une douleur dans la poitrine? Est-ce que c'est une douleur dans les jambes? Est-ce que c'est une douleur dans le bras gauche? Est-ce que c'est un essoufflement? Ou est-ce que c'est d'avoir mal à la tête? C'est une question à choix multiple, hein. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Alors, je vais… Est-ce qu'on peut lancer le sondage ou pas? Oui. Alors, donc celui-ci ne veut pas partir. Ah, si, voilà. Ah, ça y est, il est parti. Alors, on va attendre juste quelques secondes le temps que les personnes répondent. Et majoritairement, douleur dans la poitrine, douleur dans le bras gauche et essoufflement. C'est les trois premiers qui ressortent. C'est trop fort. Oh là là, bravo. Ah, bravo. Bravo à vous tous. À tous ceux qui Il y a quand même maux de tête et douleur des jambes, hein. Il y en a quand même qui ont coché. Oui. Alors, l'infarctus, déjà, c'est quoi? Donc, comme je vous disais, le cœur est un muscle, et ce qui nous intéresse, nous, c'est essentiellement le ventricule gauche, et c'est ça c'est la pompe qui va éjecter du sang à chaque battement. Et donc, ce muscle ventriculaire gauche, il est nourri par des artères, hein. Je vous ai expliqué que tous les organes sont nourris par des artères qui vont apporter l'oxygène et le glucose et tout ce dont les organes ont besoin pour se développer et survivre. Et donc, les artères qui nourrissent le cœur s'appellent les artères coronaires. Et les artères coronaires, quand il y en a une qui se bouche, c'est un infarctus. C'est une urgence absolue. Il faut appeler le 15, et il faut que tout le monde connaisse les symptômes de l'infarctus du myocarde, hein, IDM, infarctus du myocarde, c'est la même chose. Donc, d'abord, c'est l'existence d'une douleur dans la poitrine, qui est quasiment toujours présente. On dit jamais toujours en médecine, mais quasiment toujours présente, une douleur dans la poitrine, qui est en général d'apparition brutale, derrière le sternum, intense. En général, c'est une douleur qui fait très mal, en barre, qui serre fort, hein. Souvent, les patients, ils nous disent, c'est comme dans un étau, et ils nous font le signe de l'étau avec les mains, je ne sais pas si vous me voyez, et qui peut avoir des irradiations, c'est-à-dire qu'elle peut s'étendre dans certains organes, essentiellement la mâchoire et le bras gauche, mais parfois aussi les épaules, les deux bras, le dos.
Mais en tout cas, et elle peut ne pas avoir d'irradiation, hein. C'est pas parce qu'il n'y en a pas que ce n'est pas un infarctus. La douleur de l'infarctus ne cède pas spontanément. Une douleur qui dure plus que 15 minutes, on appelle le 15. C'est facile à retenir. Elle peut s'accompagner de beaucoup d'autres symptômes associés qui sont en lien avec l'infarctus, hein. C'est pas le mal de jambe, c'est pas le mal de tête. C'était de piège dans le QCM. Elle peut s'accompagner de pâleur. Elle peut s'accompagner d'une sensation de malaise parce que la tension est parfois un peu basse. Elle peut s'accompagner de sueur. Elle peut s'accompagner d'essoufflement et parfois de signes un peu digestifs comme des nausées, des envies de rôter, des irritations et de sensations d'angoisse et parfois de mort imminente parce que la douleur est très intense. Et donc, il ne faut pas se laisser avoir par les signes associés, notamment les signes digestifs qui peuvent parfois faire errer le diagnostic et partir dans une mauvaise piste. Et pendant longtemps, on a dit que les femmes n'avaient pas les mêmes symptômes que les hommes. Et c'est vrai que c'est un peu ancré dans l'idée de tout le monde que les femmes n'ont pas les mêmes symptômes. En fait, il y a une étude qui a été faite récemment en France, un très beau registre et plein de belles études faites en France, qui a montré que dans la grande majorité des cas, les femmes avaient la douleur thoracique. Mais ce qu'elles ont de différent par rapport aux hommes, c'est qu'elles ont beaucoup plus souvent des symptômes associés. Elles ont beaucoup plus souvent au moins 3 signes associés. Et elles ont tendance elles-mêmes à déjà mettre la douleur au second plan et mettre les autres symptômes au premier plan. Probablement parce que déjà, je pense que les femmes, elles n'y croient pas quand elles font un infarctus. Elles y croient moins que les hommes. Et elles ont tendance à mettre les autres symptômes au premier plan, comme la fatigue, l'essoufflement, une douleur un peu plus basse au niveau de l'épigastre ou les nausées. Et c'est ça qui peut faire errer le diagnostic. Donc, en gros, quand il y a une douleur thoracique chez une femme, il faut absolument, même s'il y a plein de symptômes, un cortège de symptômes associés, penser à l'infarctus. Une douleur thoracique, quels que soient les autres symptômes associés, retenir que c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire et appeler le 15. Alors, ça c'est une affiche faite par Agir pour le cœur des femmes qui fait un travail remarquable pour la prévention cardiovasculaire chez les femmes, qui dit qu'effectivement chez les hommes, le plus courant c'est la douleur thoracique. Je ne sais pas si vous voyez quand je bouge la petite souris, non? Vous voyez? Non. Bon, non, on ne voit pas la souris. Donc chez l'homme, effectivement, il y a beaucoup la douleur thoracique. Parfois l'essoufflement, chez les femmes, vous voyez, il y a 5 autres symptômes qui peuvent un petit peu faire errer le diagnostic. Mais retenez qu'une douleur thoracique, que ce soit chez l'homme, chez la femme, même s'il y a des signes associés, d'abord pensez à l'infarctus du myocarde. Alors l'infarctus, c'est quand l'artère est bouchée. Mais quand l'artère est rétrécie, qu'est-ce qui se passe? Avant l'infarctus, c'est l'angine de poitrine. C'est ça ce qui doit alerter avant d'en arriver à l'infarctus, en sachant que l'infarctus peut aussi être le premier symptôme. On peut ne pas avoir d'angine de poitrine avant d'avoir pour symptôme un infarctus. Alors la douleur, c'est la même, hein. Elle est dans la poitrine, elle est comme dans un étau, elle serre, mais la différence par rapport à l'infarctus, c'est qu'elle va céder. Alors le plus souvent, cette douleur-là, dans les signes avant-coureurs, elle apparaît pendant un effort ou pendant un gros stress, un énervement, et puis elle va céder quand on se calme ou quand on arrête l'effort. C'est l'angine de poitrine, c'est ce qu'on appelle l'angor d'effort. Elle peut elle aussi s'accompagner de symptômes associés, les mêmes, pâleur, malaise, sueur, essoufflement, nausées, angoisse. Parfois, la douleur peut être un peu atypique, elle peut être juste réduite aux irradiations, à la mâchoire, au bras gauche notamment. En tout cas, d'avoir déjà ce signe avant-coureur d'une douleur qui apparaît à l'effort ou au stress et qui cède, ça doit faire alerter. Alors, pas appeler le 15, parce que là, ce n'est pas une urgence vitale dans la minute, mais consulter rapidement un cardiologue pour faire les examens qu'il faut pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Alors, il y a une méconnaissance des maladies cardiovasculaires, il y a une grande méconnaissance chez la femme, encore plus que chez l'homme, beaucoup plus que chez l'homme d'ailleurs. Donc, il faut retenir que c'est la première cause de mortalité chez la femme, et les femmes elles-mêmes, elles n'y croient pas. En fait, quand on fait des sondages, 74% des femmes n'identifient pas les maladies cardiovasculaires comme étant la première cause de mortalité. La majorité d'entre elles pensent que c'est le cancer qui arrive en premier. Et 55% des femmes pensent que les maladies cardiovasculaires touchent essentiellement les plus de 50 ans et puis essentiellement les hommes et puis surtout pas elles-mêmes. Donc, alors qu'il y a un vrai risque croissant chez les femmes et chez les femmes de moins de 50 ans. Donc, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver chez les femmes et c'est plus fréquent de mourir d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer. La prise en charge chez les femmes aussi n'est pas parfaite et pourrait être optimisée.
Et les femmes ne font pas assez de consultations de prévention. Elles savent pas vers qui s'orienter. Elles manquent de temps. Alors, elles prennent toujours le temps pour les autres, hein. Elles s'occupent de leur famille, elles s'occupent des parents, elles s'occupent du mari, elles s'occupent des enfants. Et en général, elles oublient de s'occuper d'elles-mêmes. Donc, quand elles vont chez le médecin, c'est pour les autres. Et ça, il va falloir que ça change un peu. Il va falloir que les femmes consultent aussi pour elles-mêmes et surtout pour elles-mêmes. Encore un quiz. Quels sont les symptômes qui doivent faire penser à un accident vasculaire cérébral, AVC? Est-ce que c'est une paralysie d'un côté du corps, une difficulté de concentration, une asymétrie du visage avec la bouche qui pend, des troubles du langage ou une douleur dans le bras? Évidemment, c'est un choix multiple. Vous pouvez donner plusieurs bonnes réponses. Alors, le résultat du quiz, majoritairement les 3 premiers, avoir du mal à parler. La deuxième, avoir un coin de la bouche qui pend à 28%. Et en troisième position, paralysie d'un côté du corps. Mais vous êtes vraiment trop fort. Vous avez tout bon. Bravo. Effectivement, ce sont ça les symptômes de l'AVC. C'est ça les signes qui doivent alerter. Alors, le visage, une asymétrie du visage. Donc là, il faut demander à la personne de faire un sourire ou de siffler. Et vous voyez bien qu'il y a un côté du visage qui est complètement, qui ne bouge pas du tout. Donc, il y a une vraie asymétrie quand on fait un sourire, une vraie asymétrie du visage. Il y a un côté du corps qui ne bouge plus. Alors, au niveau du membre supérieur, il faut demander à la personne de lever les 2 bras. Et vous voyez, s'il y a un bras qui répond pas, qui ne se lève pas, c'est qu'il y a une paralysie de ce côté-là. Les troubles de la parole, parfois c'est du jargon, on ne comprend pas ce que les gens disent, ou alors ils n'arrivent pas à articuler, ou alors ils n'arrivent pas à parler du tout. Ils ont ce qu'on appelle une aphasie. Donc, il faut essayer de leur faire répéter une phrase simple et ils n'arrivent pas à la répéter. Donc, c'est une extrême urgence, hein. Il faut aller vite, comme le dit l'acronyme, et appeler le 15. Hein. C'est une urgence, c'est comme l'infarctus. Chaque minute compte, hein, que ce soit pour l'infarctus ou l'AVC, parce que le but, c'est d'aller déboucher l'artère. On a plusieurs moyens de le faire, et puis chaque minute compte pour essayer de revasculariser le cerveau dans l'AVC, le myocarde dans l'infarctus, pour qu'il y ait le moins de séquelles possible. Donc, c'est une survenue brutale d'une paralysie d'un côté, de troubles de la parole, il peut y avoir de la confusion aussi. Ça peut être au niveau des yeux, hein, d'avoir brutalement la perte d'une partie du champ visuel ou de la perte de la vision d'un œil. Ça peut être un AVC au niveau de l'œil, un AVC ophtalmique. Donc là aussi, c'est une grande urgence. Ça peut aussi se caractériser par des troubles de la marche ou des vertiges, mais d'apparition très brutale. Il faut appeler le 15. Donc, les troubles visuels transitoires, je vois une question, mais du coup, je réponds tout de suite. Parce que, effectivement, ça peut être l'AIT, hein, un AIT, un accident ischémique transitoire. C'est un peu comme l'angor dans l'angine de poitrine dans l'infarctus. Ce sont les signes avant-coureurs de l'AVC. Donc, avoir ça et que ça cède, mais il faut consulter très rapidement parce que la fois d'après, ça peut recommencer et persister et faire un vrai AVC. On en vient à l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, comme je vous expliquais, donc le cœur, c'est un muscle, hein, qui éjecte le sang à chaque contraction pour pouvoir apporter à travers les vaisseaux, donc les tuyaux, l'oxygène et les éléments nutritifs à tous les organes du corps. Parfois, le muscle cardiaque est fatigué, il fonctionne pas suffisamment. Donc, autant quand il y a un tuyau encrassé, le débit baisse dans l'organe en question. Et quand c'est la pompe qui marche moins bien, le débit aussi va baisser, puisque le cœur, c'est comme une pompe. Et donc, si la pompe mal, le débit va être bas, hein, pas suffisant au niveau de tous les organes du coup. Et donc, le débit ne sera pas suffisant pour satisfaire les besoins de l'organisme. Alors, quels sont les symptômes de l'insuffisance cardiaque? C'est l'acronyme EPOF qu'il faut retenir. Donc, comment la reconnaître? Le premier signe, c'est de l'essoufflement. Le deuxième, c'est une prise de poids anormale, hein, sans avoir trop mangé. C'est une prise de poids alors qu'on n'a pas du tout changé son alimentation. L'apparition d'œdèmes. Alors, les œdèmes, ils commencent en général au niveau des jambes et parfois ça remonte. Et puis, en général, ce sont des œdèmes qui sont mous, c'est-à-dire que quand on appuie dessus, la trace du doigt, elle reste dans l'œdème. Et la fatigue. Donc, si jamais vous avez ces symptômes-là, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, il faut rapidement consulter le médecin traitant pour voir si ça peut être de l'insuffisance cardiaque ou si c'est autre chose. On vous entend pas, Nathalie?
Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on peut quand même faire de la prévention pour ne pas que ça arrive? On peut et on doit. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour éviter d'en arriver aux maladies cardiovasculaires, pour éviter d'en arriver à l'infarctus et à l'accident vasculaire, c'est de faire de la prévention et on peut le faire et on doit le faire dès le plus jeune âge. Alors, la prévention cardiovasculaire, c'est quoi? C'est l'hygiène de vie, évidemment. C'est l'arrêt définitif du tabac dès aujourd'hui pour toutes celles qui fument et qui nous écoutent. La perte de poids, à condition d'être en surpoids ou obèse, sinon c'est pas la peine de perdre du poids. Mais en tout cas, s'il y a un surpoids ou une obésité, ça passe évidemment par la perte de poids, par l'activité physique aussi, au moins 3 fois par semaine, comme je vous le disais, au moins 3 fois 1 heure par semaine. En tout cas, de toute façon, même si c'est 1 heure par semaine, c'est toujours ça de gagner. Mais idéalement, plusieurs fois par semaine. Avoir une alimentation saine et équilibrée. Et là, je vais avoir des diapos consacrés à ça. La gestion du stress, hein, c'est facile à dire, hein, la période n'est pas propice à la gestion du stress, mais en tout cas, essayer de gérer son stress parce qu'on sait que c'est pas non plus très bon pour les maladies cardiovasculaires. Traiter l'hypertension quand elle est là, en tout cas la dépister aussi, hein, parce que comme je vous le disais, l'hypertension, ça ne donne pas forcément des symptômes. On ne sait pas qu'on a de l'hypertension si on ne mesure pas sa tension. Le seul symptôme qu'on peut avoir, c'est des maux de tête. Et encore, dans la grande majorité des cas, on a de l'hypertension sans le savoir. Et si on ne va pas chez le médecin, si on ne va pas en médecine du travail, si personne ne vous mesure la tension, vous ne saurez pas que vous avez de l'hypertension. C'est pour ça que les consultations de prévention sont indispensables. Pareil pour le diabète. Le diabète, si on ne fait pas une prise de sang pour voir qu'il y a un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé, on peut passer complètement à côté du diagnostic pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et c'est la même chose pour le cholestérol. Le cholestérol avec un focus particulier au moment de la ménopause. Pour tous, mais pour le cholestérol en particulier. Donc, il faut absolument régulièrement aller chez le médecin, même quand on se sent bien, même quand on n'a pas de symptômes, pour faire de la prévention et du dépistage. Alors, c'est quoi la prévention cardiovasculaire? Alors, je vous ai mis primaire et secondaire. Primaire, c'est quoi? La prévention cardiovasculaire primaire, c'est quand on n'a pas encore eu de maladie cardiaco-vasculaire. Hein, on n'a pas de symptômes, on n'a pas encore fait de maladie, mais on peut faire de la prévention. Donc, on vérifie les chiffres de pression artérielle et on a un objectif de descendre en dessous de 140 et 90 si on a de l'hypertension artérielle. Si on a du cholestérol, on prend des médicaments pour le cholestérol, on fait un régime pour le cholestérol et on fait baisser le LDL qui est le mauvais cholestérol. Si on a prévention du diabète, le but c'est d'avoir une hémoglobine glyquée HbA1c en dessous de 7%. Donc il faut faire une prise de sang pour voir si on a du diabète et s'il y a besoin mettre des médicaments pour faire baisser le diabète. Le poids, viser un IMC en dessous de 25. Le tabac, un arrêt immédiat du tabac. L'alcool, alors ce qui est recommandé, c'est de ne pas boire tous les jours et quand on boit, de ne pas dépasser 2 verres par jour parce que l'alcool augmente le risque de maladies cardiovasculaires, augmente le risque d'insuffisance cardiaque notamment. Donc de l'alcool, oui, avec modération, pas tous les jours. Et éviter le binge drinking, c'est-à-dire de boire des grosses quantités d'alcool en très peu de temps, en une soirée. Ça, c'est très, très mauvais pour la santé. Faire de l'activité physique, je le répète, je ne le dirai jamais assez. Une alimentation équilibrée, on va en reparler. La gestion du stress. Alors, la prévention secondaire, c'est quoi? C'est une fois qu'on a fait une maladie cardiovasculaire, une fois qu'on a de l'angine de poitrine, une fois qu'on a fait un infarctus, une fois qu'on a fait un AVC, là, on fait exactement la même chose. Hein. On traite l'hypertension, mais le seuil est plus sévère, encore plus sévère, parce que là, on a fait une maladie cardiovasculaire. Donc là, l'objectif, il est encore plus bas. Pareil pour le cholestérol. On a fait une maladie cardiovasculaire, l'objectif est divisé par 2. C'est de faire baisser le mauvais cholestérol encore plus bas. Le diabète, on sera encore plus vigilant sur l'équilibre du diabète et le régime alimentaire. L'IMC toujours visé en dessous de 25. L'arrêt du tabac, si ça n'a pas été fait avant. L'alcool, c'est pareil, l'activité physique, l'alimentation, la gestion du stress aussi. Et là, on rajoute évidemment les médicaments parce qu'une fois qu'on a fait un accident vasculaire cérébral, une fois qu'on a fait un infarctus, il va falloir prendre des médicaments pour le restant de ses jours pour éviter que ça recommence. Alors, c'est quoi la bonne alimentation? En fait, limiter les boissons sucrées, hein, les sodas, c'est une plaie. Les jus de fruits, c'est très sucré les jus de fruits à moins de les avoir pressés soi-même. Tout ce qui est aliments gras, sucrés, salés, ultra transformés, c'est vraiment à éviter. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, alors que si vous faites vous-même
vous savez ce que vous avez mis dedans. Il y a un élément qui est très important, c'est le Nutri-Score. On en parle, je trouve, pas assez. On fait pas assez de publicité pour le Nutri-Score, qui pourtant a été largement validé. Et donc, il faut vraiment essayer d'éviter les aliments D et E. Hein, c'est des aliments trop gras, trop sucrés, où il y a plein de cochonneries dedans. Vraiment des choses à éviter qui sont pas bonnes pour la santé. L'alcool, comme je vous le disais, maximum 2 verres par jour. Réduire sa consommation de sel, c'est d'autant plus important chez les patients qui ont de l'hypertension artérielle ou de l'insuffisance cardiaque. Là, il faut être extrêmement vigilant à la consommation quotidienne de sel. Et évidemment, il y a plein de sel cachés dans plein d'aliments. Alors, tous les aliments conservés sont salés, sauf si c'est conservé par le froid, hein, ce qui est surgelé. La charcuterie, et privilégier la volaille, limiter la viande rouge, limiter la viande grasse, ne pas en manger tous les jours et faire une activité physique, bien entendu, hein, se lever toutes les 2 heures pour faire quelques pas en plus de l'activité physique. Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, manger au moins 2 fois par semaine des légumes secs, privilégier ce qui est fait maison, bien sûr, privilégier le poisson, manger un peu de fruits à coque, c'est des oméga 3, c'est du bon gras. Alors, faut attention parce que les fruits à coque, c'est très bon, c'est du bon gras, mais c'est du gras quand même. Donc, en termes de calories, c'est assez calorique, mais c'est bon pour la santé à petite dose. Les féculents plutôt complets, les huiles, privilégier les huiles qui sont bonnes pour la santé, comme l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de noix. Mais là encore, c'est très calorique, donc en quantité limitée. Préférer le poisson à la viande et les produits laitiers pour les os. Très bien, ben je vous laisse le mot de la fin pour conclure. C'était très intéressant déjà. Alors, pour conclure, je vais marteler exactement Ouais. les mêmes messages, mais ça finira par rentrer pour ceux qui sont arrivés en retard. Il faut arrêter de fumer, non, je crois. Comment? Je crois qu'il faut arrêter de fumer, non? Oui, je pense. Donc, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme, avec malheureusement une augmentation qui est constante de 5% par an des infarctus et des AVC chez les femmes jeunes. Malheureusement, la prévalence des facteurs de risque majeurs, c'est-à-dire hypertension, diabète, cholestérol, surpoids, obésité, tabagisme, est en augmentation chez la femme, surtout dans la tranche 45-55 ans. C'est une tranche qui est malheureusement en train d'augmenter ses facteurs de risque, alors qu'elle est déjà à risque de maladie cardiovasculaire. Donc malheureusement, ça laisse présager d'une poursuite de l'augmentation des AVC et des infarctus chez la femme jeune si on ne change pas les choses dès maintenant. Retenir que certains facteurs de risque pèsent plus lourd chez la femme que chez l'homme, qu'il y a certains facteurs de risque qui prédominent chez la femme, hein, les facteurs psychosociaux, certaines maladies auto-immunes, et qu'il y a des facteurs de risque spécifiques à la femme qui sont les facteurs hormonaux, contraception œstroprogestative, ce qui se passe pendant la grossesse, s'il y a eu des complications de la grossesse, et la période de la ménopause, qui est une période charnière où il va falloir faire beaucoup de prévention. Donc, s'il y a que quelques mots à retenir, la prévention, l'hygiène de vie, et si jamais dépister pour pouvoir traiter en cas d'hypertension, diabète et cholestérol, avant d'en arriver à avoir une maladie cardiaque ou vasculaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques questions si vous en avez. Oui, il y a eu pas mal de questions et de réactions. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Alors, nous, on a un peu débordé, effectivement. Il y a eu une question qui est revenue beaucoup, c'est sur le caractère un peu héréditaire. Est-ce que du coup, les maladies cardiovasculaires ont un facteur d'hérédité? Tout à fait. Qui disait, je fais attention à mon alimentation, je fais du sport, je fume pas, mais pourtant, j'ai fait une pré-éclampsie pendant ma grossesse. Donc voilà. Oui, tout à fait. Il y a une hérédité. Alors celle-là, on n'y peut rien. Hein. Tous les facteurs de risque que je vous ai montrés, la plupart, on peut changer l'avenir en les modifiant. Mais malheureusement, l'hérédité, pour l'instant, on n'y peut encore rien. Il y a effectivement des familles d'hypertendus, des familles où on a des maladies cardiovasculaires jeunes. Et on ne peut pas changer son hérédité. Mais quand on a une hérédité comme ça, il faut être encore plus vigilant et encore plus intransigeant sur les autres facteurs de risque. Traiter dès l'apparition d'une hypertension artérielle, le diabète, et en fait, dépister pour traiter le plus tôt possible, avant que les dégâts ne se fassent. Très clair. Il y avait une autre question par rapport à la différence homme-femme par rapport à la douleur. Est-ce que les femmes, elles sont plus endurantes face à la douleur? Est-ce qu'il y a des... Certainement.
on réagit pas de la même Certainement, manière. oui. Bah, les femmes, elles sont habituées à avoir mal assez tôt dans la vie avec les règles. C'est des douleurs souvent assez importantes, mensuelles. Elles sont habituées à avoir mal parce qu'elles accouchent. C'est pas, c'est ça. Faut pas oublier que ça peut être très douloureux. Et probablement que ça crée probablement une tolérance à la douleur qui est supérieure aux hommes. Et, euh, et puis, je sais pas, je pense que les femmes aussi, parfois, elles ont peur de déranger aussi, plus que les hommes, peur de se plaindre, peur de dire qu'elles ont mal. Mm. Est-ce que la prise en charge chez les femmes sera la même que chez les hommes? Alors, il y a des disparités, malheureusement, il y a une inégalité de prise en charge entre les hommes et les femmes, notamment au moment de l'infarctus. Alors déjà, les femmes mettent plus de temps à appeler les secours. Quand elles sont en train de faire un infarctus, il y a déjà un délai d'au moins un quart d'heure parce qu'elles n'y croient pas elles-mêmes. Une fois qu'elles ont appelé les secours, bah souvent parfois les médecins, alors de moins en moins, heureusement, en tout cas j'espère, maintenant on les prend plus au sérieux en se disant oui non, ça arrive les infarctus chez la femme jeune, mais pendant longtemps on était noyé par les symptômes associés. Et souvent, il y avait des errances diagnostiques et on mettait une demi-heure, une heure de plus à se dire non mais enfin, en fait, il y a eu une douleur thoracique, donc quand même, on pense à l'infarctus. Et on a tendance à être noyé un peu par les symptômes associés, comme je vous disais, qui sont plus fréquents chez la femme. Donc, il y a malheureusement un retard à la prise en charge, un retard à l'appel, un retard à la prise en charge et des disparités de prise en charge. Il y a des études qui ont montré qu'elles avaient moins les traitements nécessaires en post-infarctus, qu'elles allaient moins en réadaptation cardiaque. Ben souvent, quand les femmes sont assez jeunes, ben elles veulent rentrer chez elles veulent s'occuper des enfants, de la famille, parce qu'il faut que ça tourne à la maison, et elles ne vont pas en réadaptation cardiaque, alors que les hommes, ils vont beaucoup plus après un infarctus. Donc, il y avait des vraies disparités de prise en charge, malheureusement. Il y a une question aussi par rapport à ces inégalités hommes-femmes, enfin en tout cas ces différences. Et qu'est-ce qui explique l'écart de risque du risque cardiovasculaire? Là, vous parlez d'un écart une différence entre 13 et 6. Pourquoi? Enfin voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait Ce qui ces fait écarts? que certains facteurs de risque sont plus graves. Alors, on Ouais, n'a ils sont plus on grands n'a que pas la tout femme. compris encore. En tout cas, les artères chez les femmes sont plus grêles, les artères coronaires notamment, plus grêles, plus tortueuses. Est-ce que c'est ça qui fait qu'elles sont plus sensibles à des chiffres de tension plus bas? Il y a plusieurs hypothèses, mais il y a pas d'explication très claire là-dessus. Ok. Et puis on avait des questions aussi autour de comment on peut savoir que nos artères sont bouchées et quels sont les symptômes? Alors, pour les artères, en général, c'est un tableau assez parlant, hein. Une artère qui se bouche au niveau du cerveau, c'est l'AVC. En général, on peut pas ne pas s'en rendre compte. Maintenant, ça arrive parfois en faisant des scanners et des IRM de s'apercevoir qu'il y a eu un petit AVC qui est passé inaperçu cliniquement parce que c'est dans une zone probablement je vais pas dire qui est inutile, mais en tout cas qui n'est pas parlante sur le plan clinique. Pour l'infarctus, c'est en général aussi un tableau parlant, mais parfois on voit des gens qui ont fait un infarctus qui est passé inaperçu, qui n'ont pas eu de douleur. C'est très rare, mais ça arrive. Et là encore, c'est en faisant de la prévention. Par exemple, pour l'infarctus, c'est en faisant un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque. Alors maintenant, on va pas les faire à tout le monde pour voir qui a fait un infarctus qui est passé inaperçu, mais en tout cas, aller consulter régulièrement, c'est le meilleur moyen de détecter des choses qui seraient passées inaperçues. Et enfin, on va pouvoir prendre une dernière question qui est plutôt sur la prévention. Comment prévenir quand on est seul et que notre parole n'est pas compréhensible pour pouvoir appeler? Ouais, effectivement, quand on est seul, qu'on fait un AVC et qu'on est aphasique, qu'on n'arrive pas à parler, c'est un vrai problème. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas des téléphones portables avec le numéro d'urgence mais effectivement, quand on a fait un AVC et qu'on est tout seul, c'est un vrai problème s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour appeler les secours. Peut-être un numéro d'urgence, effectivement, j'ai l'impression. Oui, je crois qu'il y a un numéro d'urgence sur les téléphones. Maintenant, j'avoue que j'ai jamais eu besoin de m'en servir, mais je sais pas trop comment ça marche. Mais ouais, ou alors se traîner jusqu'à la porte pour essayer d'attraper
quelqu'un dans le couloir, dans la cage d'escalier, effectivement, c'est Mm. compliqué quand on est tout seul, Mm. qu'on n'a pas de téléalarme. Merci beaucoup. On va clore ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup. Hein, c'était Merci à très vous. complet et enrichissant. On a compris le message. Hein, et on va faire en sorte de... Toutes les fumeuses arrêtent de fumer ce soir. Voilà, et on va faire du sport. Et moi, je vous laisse, je vais Voilà. courir, c'est ça? Ce que vous voulez, il faut prendre une activité que vous aimez. C'est le seul moyen de faire. Merci beaucoup, docteur, et merci beaucoup aussi, Nathalie. Donc, on va clore cette rencontre. Merci à tous pour votre participation à ces échanges. Et merci également de noter ce webinaire via un questionnaire de satisfaction que vous allez recevoir aussi. C'est important pour nous d'évaluer en fait la satisfaction et de ce webinaire. Un lien d'inscription aussi sur les prochaines conférences sera disponible dans le fil de discussion. Et quant au replay de ce webinaire, il vous sera automatiquement adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Et je vous rappelle également que vous avez pas mal de fiches conseils et de documentation justement aussi dans la touche Apps en bas à droite de votre écran. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au prochain webinaire. Merci à tous. Merci.